on doit apprendre à gérer ses émotions. Et dans le commun des mortels, gérer ses émotions, c'est finalement les cacher, les camoufler. Ça doit rester à la maison. On est encore ça, tout ce qui est émotion reste à la maison. Pourtant, ce n'est pas que de la sphère privée et de la sphère individuelle. Bonjour Olivia Lancébrard. Vous êtes fondatrice d'un cabinet de conseil qui forme les managers dans les TPE, les PME, mais aussi les grands groupes et les startups, avec un prisme particulier qui est le management responsable. À travers votre expérience, vous avez remarqué le peu de soin qui est accordé aux managers intermédiaires dans les entreprises, aux cadres intermédiaires, qui sont pourtant, vous dites, au cœur du réacteur de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez développer cette réflexion? La situation est vraiment difficile pour ces managers. Je les sens fatigués, épuisés. Je les sens vraiment sans vision sur l'avenir aussi, et puis un peu déboussolés pour soutenir leurs équipes. Ce qui est intéressant, il y a même un autre terme qui arrive, que j'entends des DRH aborder en parlant de leurs managers qui sont démissionnaires, c'est-à-dire vraiment le fait de baisser les bras. Et c'est vrai que ces managers intermédiaires, souvent on n'en prend pas soin. On s'occupe beaucoup du comité de direction, mais finalement les managers intermédiaires, ils sont là au milieu. C'est vraiment le syndrome sandwich finalement. On doit faire suivre finalement la stratégie, tenir finalement ces résultats sans avoir forcément d'impact direct dessus, de ne pas avoir des ressources suffisantes. Et ils sont complètement compressés et je dirais parfois même oubliés du système en fait. Qu'est-ce qui ne va pas pour eux? Alors, ce qui ne va pas, je pense qu'ils sont perdus. Perdus, c'est-à-dire que on le voit tous à nos échelles différentes, tout s'accélère, tout est de plus en plus complexe. On baisse aussi les moyens, les ressources. Souvent, un poste n'est pas remplacé. Le budget, chaque fois, c'est la guerre du budget tous les ans. Et là, cette période est encore plus compliquée. Et les managers intermédiaires sont face finalement à toutes ces problématiques au quotidien. Ils sont sur le terrain avec des équipes qui ne vont pas bien. Voilà, il y a énormément de turnover, on le voit, il y a beaucoup d'arrêts maladie, de plus en plus d'arrêts maladie long terme, d'arrêts maladie aussi pour finalement trop de travail, trop de pression. Et ça, ils font comment en fait avec? Donc ils sont obligés de prendre la pression de l'ensemble de l'équipe et pourtant ils sont obligés de répondre aux objectifs de la direction globale. Ils font un tampon en fait, entre leur direction et leurs équipes. Alors, ouais, ils font tampon, c'est difficile d'être tampon. Ce que je vois nettement, et on le voit même dans des très grands groupes, c'est-à-dire qu'on a la tête et on a la base. Et finalement, la tête est coupée de la base. Les managers intermédiaires sont au milieu et c'est là où il faut les récupérer. On le voit, il y a dans pas mal d'entreprises américaines récentes où il y a des études qui sortent comme quoi il faudrait supprimer l'ensemble des managers intermédiaires. Je suis complètement contre en fait, parce que ce qui ne se rend pas compte, c'est que les équipes sans ces managers ne vont pas pouvoir grandir en fait. Par contre, la question est peut-être de réfléchir à comment on manage, de modifier ces postures de manager et qu'est-ce qu'on fait finalement au quotidien avec les équipes. Ce sujet est lié à un autre qui vous tient à cœur et qui est la place des émotions dans l'entreprise. Et vous évoquez le concept de sécurité psychologique des managers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, sécurité psychologique, c'est vraiment un principe qui a été développé par Amy Edmondson, qui est une professeure de management d'Harvard. Et c'est très intéressant parce qu'en 2016, ils ont fait une étude pendant 2 ans chez Google et ils se sont rendus compte que le facteur commun d'une équipe performante était finalement la sécurité psychologique. Et en fait, il faut le voir comme la fondation pour que les équipes se sentent à l'aise pour communiquer entre elles, pour exprimer des idées, exprimer des préoccupations aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de je me sens à l'aise pour aussi nommer des erreurs qui ont été faites, en fait, mais aussi de créer. Et sans cette sécurité psychologique, on est complètement bloqué, on ne va pas communiquer et livrer le message fondamental en fait. Donc c'est comment finalement je nourris la confiance au sein du collectif, manager vers équipe et équipe vers manager en fait. Une enquête de la DARES menée en 2019 sur les conditions de travail nous indique que 65% des salariés déclarent cacher leurs émotions au travail. C'est énorme. C'est vrai que c'est incroyable et en fait je me dis mais j'ai l'impression que c'est vraiment le quotidien. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'entreprise, on met un masque. Ce qui était très intéressant, il y a quelques mois, je suis intervenue dans une institution publique avec un grand directeur et on travaillait sur les savoir-être finalement. Et il a pris la carte de l'authenticité. Il dit, moi finalement, au quotidien,
Je pense que personne ne sait quel est mon prénom. Ils ne savent pas que j'arrive en écoutant de la musique. Et j'arrive et il me dit, je me mets finalement un déguisement avec un costume, avec ce que les autres attendent de moi. Et là, forcément, on coupe tout. Et donc, que ça soit manager ou salarié, il y a vraiment cette notion de on doit apprendre à gérer ses émotions. Et dans le commun des mortels, gérer ses émotions, c'est finalement les cacher, les camoufler. Ça doit rester à la maison. On est encore ça, tout ce qui est émotion reste à la maison. Pourtant, ce n'est pas que de la sphère privée et de la sphère individuelle. Une émotion, finalement, elle va être collective. Un manager qui arrive stressé, mais peut-être par une problématique autre ou parce qu'il a eu une information compliquée à gérer, finalement, va transmettre ce stress, cette inquiétude. Et donc, d'en communiquer, ça permet de baisser un peu la pression partout et puis de savoir, OK, c'est pas contre moi. Vous avez créé la fresque du management responsable. Quel est son objectif? Comment ça se déroule, cet atelier? Qu'est-ce que c'est? La fresque du management responsable est un atelier d'intelligence collective. Donc vraiment en deux parties. La première avec vraiment cette fresque et la deuxième où on travaille sur les postures du manager coach, manager responsable. Ce qui est intéressant finalement, c'est on repart avec quoi? C'est souvent les directeurs, c'est ce qui me pose comme question. Je repars avec quoi après 3 heures? L'idée, c'est on repart en étant un collectif qui a envie d'avancer ensemble. C'est intéressant de prendre de la hauteur parce que les managers, on est un petit peu comme dans la roue du hamster. On n'a pas le temps de se poser pour réfléchir déjà à ce qu'on ressent et à ce qu'on vit. Et de voir l'ensemble de la complexité, ça permet de prendre du recul et se dire mais finalement, ce que je vis là au quotidien, la suppression des budgets, l'accélération des délais et tout, c'est quelque chose que non seulement qui est normal, tout le monde le vit, je le vois autour de la table, mais aussi dans d'autres entreprises. Finalement, si j'adopte une posture de manager responsable, avec cette posture manager coach, donc en mettant en place donc, des outils de coaching, notamment les émotions, qu'est-ce que je permets de faire avec mon équipe? Et ça, c'est intéressant, c'est finalement cette notion de responsabilité, je peux l'apprendre en tant que manager, me dire, mais finalement, je peux être responsable de mon équipe, mettre les choses en place.